nous sommes au cœur de ce qui est en train d'être fait, à savoir comment faire en sorte que nous ne soyons pas déconnectés du monde et comment faire en sorte que les produits que nous formons puissent s'intégrer dans le tissu économique, social et culturel de nos pays et participer à la production de la valeur et de la valeur ajoutée. Deuxième décision, c'est la décision numéro 2, qui est le renforcement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'élargissement de l'accès et l'efficacité interne du système éducatif. Vous le savez, aujourd'hui, la modalité d'enseignement à distance est une modalité universelle qui est en train de s'étendre. Nos pays ont une difficulté extraordinaire qui est déjà de réaliser l'accès universel. Qu'il s'agisse d'ailleurs de l'enseignement supérieur ou de l'éducation de base. Et nous le savons, les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle très important. Et elles jouent aussi un rôle là où nous avons du présentiel, en appuyant le présentiel pour donner plus de souplesse et plus de confort d'apprentissage à nos étudiantes et à nos étudiants. Le troisième point que je suis, c'est sur le financement, qui est la décision numéro 11 du Conseil présidentiel, toujours sur l'enseignement supérieur et la recherche. La difficulté pendant des décennies, c'est où trouver les ressources pour financer l'enseignement supérieur et pour financer de manière générale l'éducation nationale. Je crois que les décisions qui étaient prises le 14 août 2013 par le président de la République, M. Macky Sall, qui était de mobiliser en investissement et équipement 302 milliards, aujourd'hui nous les avons dépassés. Et nous les avons dépassés parce que nous avons innové à travers les sources de financement. Qu'il s'agisse du budget consolidé d'investissement de l'État, qu'il s'agisse des partenaires techniques et financiers traditionnels, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, comme l'Agence française de développement, comme l'USAID, etc., comme la COICA, comme la coopération allemande ou la coopération française, et j'en passe. Mais il y a aussi de nouveaux partenaires, les partenaires financiers que sont les banques. Il y a aussi les projets de partenariat public-privé. Il y a aussi de nouveaux projets infrastructurels qui sont des projets de financement clés en main. Tout ceci crée des innovations dans la recherche de financement et a permis de mobiliser aujourd'hui plus de 400 milliards pour le budget, pour les infrastructures et pour les équipements. Donc ceci est un enjeu aujourd'hui. Et l'autre enjeu, évidemment, c'est la sensibilisation des ministères en charge de l'économie et des finances, puisque ce sont ces ministères qui, en définitive, allouent les ressources. Et il faudrait bien que ces ministères comprennent que les plans de développement économique, les plans d'émergence économique qui fleurissent en Afrique ne pourraient être réalisés que si l'éducation, la formation, la recherche, l'innovation, la science et la technologie sont accompagnés à la hauteur des ambitions de l'Afrique. Donc, voilà un peu, je pense que nous sommes au cœur de ce grand débat. Et je pense que ce sera l'occasion pour les différents pays qui ont déjà entrepris des réformes, d'échanger, de partager leur expérience, ce qui a réussi, ce qui ne l'a pas été. Et cet échange permettra, je pense, aux uns et aux autres de progresser. On semble découvrir aujourd'hui, il y a eu quelques décennies, cette mobilité massive des cerveaux dans les espaces les plus attrayants pour la productivité scientifique, culturelle, etc. Mais si on réétudie l'histoire, on se rend compte que c'est un phénomène de tous les temps. Ça s'est simplement accentué avec la mondialisation. L'Antiquité, avant même l'Antiquité, avec l'Égypte pharaonique. Cheikh Anta a suffisamment expliqué que l'Égypte pharaonique était le pôle où venaient tous ceux qui réfléchissaient sur la science, sur la culture, etc.
La Grèce l'a été, Rome l'a été, Saint-Pétersbourg l'a été, l'Allemagne à un moment, la France des Lumières, les États-Unis, de plus en plus la Chine, le Japon, etc. Donc c'est un mouvement naturel, mais ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est créer un environnement plus favorable à nos chercheurs. Et cet environnement-là, les pays qui commencent à le faire sentent le retour des nations. Et je peux vous dire qu'au Sénégal, nous avons, depuis plus d'une décennie maintenant, un retour très fort des nations. Les appels d'offres en cours, et il va y avoir bientôt des recrutements d'enseignants pour à la fois l'Université Amadou Mahtar Mbow et l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont en poste dans des universités européennes, américaines, asiatiques, qui ont postulé et qui rentrent. Et même tout récemment, le cadre a recruté des enseignants-chercheurs sénégalais qui reviennent. Et nous recrutons aussi des non-sénégalais. L'année dernière, l'Assemblée nationale a adopté le texte portant réforme des titres. Dans ce texte, une chose a changé qui est très importante. Les enseignants-chercheurs, la question de nationalité ne se pose plus. Quand nos universités font un appel à candidature, il n'y a pas de nationalité. Nous recrutons les meilleurs. Et nos universités recrutent des Sénégalais, évidemment, recrutent des Africains, ça date d'il y a longtemps. Mais vous allez à Ziguinchor, vous allez à Saint-Louis, vous avez aujourd'hui des Européens qui ont choisi de venir enseigner chez nous et qui ont postulé sur les postes d'enseignants-chercheurs. Donc il y a une dynamique mondiale dans laquelle nous devons nous insérer. C'est vrai que nous n'avons pas la même force que les Américains, la même force que les Européens ou les Asiatiques, mais en posant ces actes, avec le rapport salaire et pouvoir d'achat, nous pouvons être compétitifs. L'autre aspect qui est aussi important, qui fait qu'il faut atténuer cette question de mobilité des cerveaux, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, avec l'Université virtuelle du Sénégal, on peut avoir un enseignant qui est à Washington, un enseignant qui est à Rouen, ou qui est à Moscou, ou qui est à Tokyo, qui fait ses cours normalement, et ça ne pose aucun problème. On n'a pas besoin de le déplacer. Donc je pense qu'il nous faut simplement tirer le maximum profit de ces outils que nous avons et améliorer l'environnement de travail au niveau des universités. Et comme cela, nous serons aussi attractifs comme les autres. Vous savez, il y a deux choses dans le financement. Si je simplifie, il y a le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement est encore en dessous du niveau qu'il devrait avoir, malgré les efforts extrêmement importants qui ont été faits. Je peux vous donner par exemple l'exemple du ministère de l'Enseignement supérieur. En 2012, le budget était autour de 89 milliards. En 2017, le budget de fonctionnement est de 162 milliards. Donc on a presque doublé. Une université comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en 2 ans, elle est passée de 20 milliards de budget de fonctionnement à presque 30 milliards de budget de fonctionnement. Mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore. Il faut encore un effort supplémentaire pour que l'ensemble des universités aient un budget équilibré et qui puisse leur permettre de réaliser toutes leurs missions en bonne et due forme. Il y a un effort sans précédent en investissement en infrastructure et équipement. Parce que nos pays, nos différents pays, en tout cas francophones, ont eu un retard dans la prise en charge de l'enseignement supérieur. Nous avons eu notre deuxième université, l'université de Saint-Louis, devenue l'université Gaston Berger, en 1990. C'est-à-dire 30 ans après les indépendances. Et c'est en 2007 que se sont ouvertes 3 autres universités
C'était le CUR de Bombay, l'université de Thiès et l'université de Ziguinchor. Et il a fallu attendre 2013 qu'on ait l'université virtuelle du Sénégal. Et c'est en octobre prochain que va démarrer l'université Amadou Mahtar Mbow et l'octobre suivant que va démarrer l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Et ce n'est qu'à partir de 2013 que sont conçus les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP. Ceci est un héritage aussi lié aux politiques d'ajustement structurel. Parce que pendant un long moment, nos partenaires financiers et techniques ont dit l'éducation, le social n'était pas une priorité. Ce qui était le contraire des pays asiatiques, qui sont devenus aujourd'hui émergents, qui ont dit la priorité pour réussir le développement économique, c'est l'éducation, la formation, la recherche, l'innovation, la science et la technologie. Et c'est maintenant, c'est depuis que nous prenons réellement en charge cette question. Imaginez le nombre de bacheliers qui arrivent. En 2015, nous avions 45 000 bacheliers. En 2016, nous avons eu 55 000 bacheliers. C'est-à-dire 10 000 de plus en une année. Mais 10 000 bacheliers, c'est une université. C'est-à-dire que maintenant, chaque année, on aura une cohorte équivalente à une université qui va se rajouter aux cohortes précédentes. Donc, l'effort à faire, il est gigantesque. Et c'est pourquoi les États font beaucoup d'efforts. Il faut saluer cet effort, saluer cette volonté, mais c'est un effort qui doit encore être accompagné. J'aurais pu parler de l'éducation nationale, si mon collègue Serigne Mbaye Thiam était là, il ferait de même. De la formation professionnelle, le ministre Mamadou Talla ferait de même. Mais l'éducation est aussi un enjeu. C'est un enjeu de choix stratégique. Ce n'est pas fortuit qu'il soit le deuxième axe du plan Sénégal émergent. Et moi, j'aime toujours dire, c'est en fait comme une corde, c'est l'axe qui est au milieu, qui supporte les deux cordes. Sans cet axe, il n'y a rien. C'est la tête qui supporte les deux. Mais c'est un enjeu stratégique parce que souvent, vous entendez, on met trop d'argent dans l'éducation. Mais quand on l'a dit et que ça a été fait, l'éducation a été à genoux. Parce que rattraper un déficit au niveau de l'éducation, ça ne se rattrape pas en un jour. Vous pouvez en quelques mois colmater une route, mais rattraper un problème au niveau de l'éducation, c'est plus d'une décennie. C'est pourquoi il y a beaucoup d'argent investi, il y a beaucoup d'efforts de fait, mais il y a encore à faire des efforts à ce niveau. One of the outcomes of this triennial will be looking at the financing of education. And at the end of the summit, we'll be looking at setting up an African education fund, committing the heads of states to look at a fund that will be set up by Africans for Africa that resonates with education in Africa, a commitment that should be taken within the continent and getting external partners to support this fund that would look at education and supporting education across the continent. La secrétaire exécutive dit qu'en complément aux clarifications apportées par M. le ministre de l'Enseignement supérieur, et souhaiterait partager avec vous comme des objectifs majeurs de cette conférence qui est la triennale et une discussion profonde sur le financement de l'éducation. Et à ce propos, le légat l'initiative, bien sûr, avec les différentes parties prenantes de l'éducation, de mettre en œuvre un fonds africain pour l'éducation. Un fonds africain par et pour l'éducation en Afrique, de sorte à pouvoir prendre en considération les priorités de l'éducation en Afrique. Et bien sûr, ce fonds sera mis en place en collaboration avec les différents acteurs de l'éducation en Afrique aussi au plan international.